parents m'ont ramené une VHS, c'est Twister. Il existe des chasseurs de tornades. C'est intense, épuisant et surtout très dangereux. Ces phénomènes naissent sous des orages très puissants que l'on appelle des supercellules. La tornade ne détruit pas par magie. Les tornades avalent tout ce qu'elles trouvent sur leur passage. Si une tornade se dirige vers vous, il n'y a qu'une seule chose à faire, se mettre à l'abri. Et vite. Morning, McFly! Oh, jeez. Imaginez, vous êtes chez vous, sur votre terrasse, en train de profiter du soleil. Il est environ 17h, il fait beau, il fait chaud. Vous voyez juste que le temps est en train de se gâter un petit peu au sud-ouest, mais rien d'alarmant pour le moment. Des nuages menaçants s'amoncellent, mais pour le moment tout va bien. Puis, d'un coup, vous entendez ça. Alors vous vous levez en catastrophe et vous courez vous mettre à l'abri. Mais où ? Eh bien, depuis des décennies, il existe des abris anti-tempête, très répandus dans les grandes plaines américaines. C'est d'ailleurs dans l'un d'entre eux que se réfugie la famille de Joe au début du film. Il s'agit le plus souvent de structures en béton ou de petites pièces blindées très solidement ancrées au sol, conçues pour résister à des vents extrêmement violents et surtout aux projectiles. Car comme je le disais plus tôt, lors d'une tornade, le véritable danger n'est pas seulement le vent en lui-même, mais bien tout ce qu'il peut soulever et surtout projeter. Planches, morceaux de toiture, débris divers deviennent de véritables missiles. Si par malheur une tornade se dirige vers vous et que vous n'avez aucun abri aux alentours, certaines solutions d'urgence existent malgré tout. On peut par exemple se coucher dans un fossé ou dans un creux du terrain afin de se placer le plus bas possible par rapport au sol et donc par rapport au vent. À un moment du film, on peut voir les protagonistes se réfugier dans la fosse d'un garage, qui est effectivement une meilleure protection qu'un espace totalement exposé. Certaines familles ne disposant pas d'abri spécifique peuvent également se réfugier dans leur cave, même si cela reste relativement précaire. Une tornade violente peut tout à fait arracher la maison au-dessus d'eux et provoquer l'effondrement du plafond. Il arrive parfois même que des cachettes improvisées puissent sauver des vies. On pense par exemple à ce jeune américain ayant survécu à une tornade violente en se réfugiant dans sa salle de bain. Cette pièce étant souvent plus solide et plus compacte de construction. Certaines personnes se réfugient même dans leur baignoire. En revanche, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Se réfugier sous les piles d'un pont. On ferait croire que la structure protège du vent, mais c'est en réalité l'inverse qui se produit. L'espace étroit agit comme un entonnoir et produit ce que l'on appelle un effet venturi, qui accélère la vitesse de l'air et rend les vents encore plus dangereux. On peut s'en rendre compte sur cet extrait tiré du documentaire dont je vous parlais en début de vidéo, dans lequel l'équipe de tournage se réfugie sous les piles d'un pont. Ils ont beaucoup de chance de s'en être sortis vivants, car on se rend compte dans l'extrait de la puissance des vents, mais aussi du bruit. S'il y a bien une chose qui caractérise les tornades, c'est le bruit assourdissant qu'elles produisent. Les témoins décrivent presque toujours le même son, un grondement continu, extrêmement puissant, souvent comparé à celui d'un train de marchandises ou d'un avion en décollage. Ce bruit provient de plusieurs phénomènes combinés. La rotation violente de l'air, les rafales descendantes de l'orage, mais surtout les débris aspirés et projetés à grande vitesse dans le vortex. Une tornade n'est pas simplement un tourbillon de vent, c'est un véritable broyeur atmosphérique rempli d'objets en rotation. Ce grondement peut être entendu plusieurs kilomètres avant que la tornade n'arrive, surtout dans les grandes plaines où rien ne bloque la propagation du son. C'est pour cette raison que la fameuse scène du film, dans laquelle les protagonistes ne se rendent pas compte qu'une tornade, probablement d'intensité EF4, se dirige droit sur eux, est assez peu crédible. Une tornade de cette puissance ne passe absolument pas inaperçue. Ils auraient non seulement dû l'entendre arriver, mais également l'apercevoir à la lueur des éclairs, puisque l'action se déroule de nuit, au cœur d'un orage particulièrement actif. Dans cette scène, on voit même la tornade dévorer littéralement la toile du cinéma en plein air, ce qui signifie qu'elle se trouve à quelques dizaines de mètres à peine des spectateurs, sans que ceux-ci ne soient réellement affectés. Dans la réalité, une tornade de cette intensité peut générer des vents allant jusqu'à 280 km/h. Et à cette distance, l'air devient un véritable torrent de débris. Morceaux de bois, panneaux, morceaux de métal, tout est aspiré et projeté dans toutes les directions. Dans ces conditions, il est extrêmement improbable que les personnes présentes aient survécu, en se trouvant à seulement quelques mètres du vortex. Le simple souffle périphérique de la tornade aurait déjà suffi à projeter les gens au sol ou à les blesser gravement. Et quoi qu'il arrive, ils auraient dû largement avoir le temps de se rendre compte de ce qui se passait. Le bruit, les éclairs qui illuminent le nuage mûr, la masse sombre de la tornade, autant d'indices qui auraient dû leur mettre la puce à l'oreille, et qui n'aurait laissé aucun doute quant à la venue du phénomène. D'autant plus que les personnages du film sont censés être des chasseurs de tornades expérimentés. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça.
On peut donc dire que cette scène relève clairement du spectacle cinématographique. Mais oui, c'est clair. Elle est super cool à regarder, il y a une bonne montée en tension, c'est visuellement impressionnant. Mais d'un point de vue météorologique, c'est quand même bien claqué au sol, on va pas se mentir. Bref, une scène spectaculaire pour le cinéma, mais qui aurait été beaucoup moins amusante dans la réalité. On va y croire. On est dedans. On va être vachement populaire. Oui, ma poule, elle vole. Regardez ça. Comme je le disais en introduction, je suis passionné par les orages et les tornades depuis que je suis tout gamin. Et ouais, je sais, c'est une passion plutôt inhabituelle. Et vers 2006-2007, je suis tombé sur le forum chasseurdorage.com, que vous connaissez peut-être. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais finalement pas le seul zinzin à être absolument fasciné par ces phénomènes météo. Mais la vraie claque, je l'ai prise quelques années plus tard, en 2011, lorsque Christophe Asselin a sorti sur sa chaîne Chronique Chaotique, qui existe toujours et que je vous invite vivement à aller découvrir si vous ne la connaissez pas, la première saison de sa web-série intitulée Rendez-vous une Tornado Alley. J'étais littéralement subjugué. Je me disais, mais c'est trop cool. Et j'adore. Des Français partis chasser les tornades au cœur de la Tornado Alley. Cet endroit mythique que je rêvais de voir depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Pour moi, c'était juste incroyable. Ces mecs étaient presque mes héros en fait. Et je vous recommande vraiment d'aller voir cette série. Christophe en a tourné plusieurs saisons. Je vous mets évidemment le lien vers sa chaîne en description. À cet instant, il faut se rendre à l'évidence. Cet orage me fait flipper ça. Et j'aimerais aussi profiter de cette vidéo pour lui adresser un petit mot. Christophe, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, je voulais simplement te dire merci. Merci pour ton travail, pour ta passion et pour tout ce que tu as partagé au fil de ces années. Tes vidéos ont largement contribué à nourrir et à entretenir mon intérêt pour les phénomènes météorologiques extrêmes. Et pour ça, je t'en suis vraiment reconnaissant. Et je voulais simplement lui rendre ce petit hommage ici, car si comme moi vous suivez sa chaîne, vous savez sans doute qu'il traverse en ce moment une période particulièrement difficile. Alors si vous ne connaissez pas son travail, foncez voir sa chaîne Chronique Chaotique. Et si vous la connaissez déjà, n'hésitez pas à lui montrer tout votre soutien. Merci Christophe. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur un petit détail qui a toute son importance. À savoir que le scénario du film Twister a été coécrit par la scénariste Anne-Marie Martin et un certain Michael Crichton. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Michael Crichton, c'était un écrivain. Il est par exemple derrière Jurassic Park, Westworld ou encore la série Urgence. C'était un auteur absolument passionnant qui avait cette capacité rare à mêler science rigoureuse et récits spectaculaires, tout en restant étonnamment crédible. Et Twister s'inscrit parfaitement dans cette approche. Un film spectaculaire, bien sûr, mais qui repose sur une vraie fascination pour les phénomènes naturels, avec une volonté de crédibilité scientifique. Il avait aussi ce don particulier de rendre les scientifiques cool. C'est pas rien ça. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en parler dans une future vidéo. Donc si vous voulez pas la louper, pensez à vous abonner et activer la cloche. Laissez un petit commentaire et un petit like. Même si le film Twister prend parfois quelques libertés avec la réalité, il aura au moins réussi une chose, transmettre à toute une génération la fascination pour les orages et les tornades. C'est bon, on l'a intercepté. Mais pas seulement, il aura aussi réussi quelque chose d'assez rare au cinéma. Montrer les scientifiques comme des personnes cool, Roulons les cartes. des personnes curieuses, des personnes passionnées, Le Helmet dit que le couvercle se disloque, des tours de nuages remontent à 50 km en avant du front. un peu dingues parfois, Voilà l'extrême. mais profondément fascinés par le monde qui les entoure. Oh, tu as vu ça? Et ça, bordel, c'est quand même suffisamment rare pour pas être souligné, parce qu'au fond, on a tous eu, à un moment ou à un autre, envie d'être Bill ou Joe. Tu n'as jamais vu ce que cette chose peut faire, alors ne mange pas de le voir. Non, tu l'as jamais vu. Partir sur les routes, au milieu des grandes plaines, pour comprendre ces phénomènes atmosphériques. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, lorsque l'acteur Bill Paxton est décédé en 2017, de nombreux chasseurs d'orage lui ont rendu hommage d'une façon assez incroyable. Un hommage simple, mais extrêmement symbolique. Parce qu'au fond, Twister n'est peut-être pas le film le plus réaliste sur les tornades. Mais il reste l'un de ceux qui ont le mieux réussi à transmettre la fascination qu'elles exercent. Et pour beaucoup d'entre nous, cette fascination ne nous a jamais vraiment quittés. Sors pas de la cavole d'un terroriste, d'un terroriste d'Hollywood. Pour. Il semblait trop pour. Je suis obligé d'attendre parce qu'il y a beaucoup de grabuge dehors. Évidemment, je commence à enregistrer pile au moment où il y avait une circulation, alors que jusqu'à présent, rien n'avait pas. Je me suis fait piquer par un moustique en fait. Je m'en branle. Oh putain, je me compte fatigué, un papy. Alors,
Putain, de casse-couille avec sa musique de merde là. Olivier! Ah, putain, je sais pas pourquoi je fais ça. Pas mieux. Il va pas mieux. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais non, mais c'est pas ça la phrase. Ah, mais non, mais celle-là, elle va me casser les couilles en fait. Hein. Bon, putain, pile quand j'y arrive, il y a un connard qui passe, quoi. Vraiment pas de bol. Calimero. C'est parti, mon kiki. Ah, mais putain. Ah merde, j'ai plus de batterie. Ah, Damned. Damned de chez Damned. Comment je fais? Fais chier, me fait chier. Ça m'a coupé, du coup. Putain, elle va me casser les couilles aussi, celle-là. Ah, pourquoi j'y arrive pas? Parce que t'es con, voilà pourquoi. Je commence à avoir chaud, moi, avec ça. Ah ouais, celle-là, elle va me casser les couilles. Ah, elle va me casser les couilles, celle-là, par contre. Ah, putain, je peux pas y arriver, hein. Vortex reste. C'est Vortex reste. Ah, protagonisme. Réfugiés dans leur cage. Leur cage? Ouais, leur fameuse cave. Putain, elle était chiante, celle-là. Hein. Ah ouais, celle-là va me casser les couilles. Peut-être entendu, ouais. Il est entendu. Le verbe entendu, j'entends, tu entends, il entend. Mais je suis pas prêt de rentrer à l'Académie française, moi. Hein. Peu cher. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bordel de merde. Ils vont me casser les couilles, hein, ces enculés. Comment ça, mon ref? Je commence à avoir la dalle. Je commence à avoir la dalle. Je sens que je vais aller manger avant de continuer. Ok. Faut j'attends, hein. Je trouve le sifflement. Je m'étonne que mes rushs ils soient longs après. La tornade. Ah, un connard en moto. Putain, mais c'est pas vrai. Non mais allez-y, hein. Allez-y, c'est la fête, hein. C'est la teuf, c'est la fête. C'est moi qui offre. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah. Alrighty then. Putain. Oui. J'ai faim. Et je monte toujours ma teub à chaque fois. Je suis de la mer, ouais. Ah ouais, non, ça, j'y arrive pas. C'est ma bite. Putain. Non mais il fait exprès, votre con, là, de klaxonner? Oui. Bon, c'est dur à dire celle-là. Je crois que j'ai oublié de le faire sur le précédent. Merde. Putain, je vais pas y arriver. Putain d'avion, oh, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ah, je vais devenir fou. Si jamais Je m'occupe comme je peux. Putain. Morning, McFly. Oh, jeez.